Messieurs, dames, Tanguy Koki. Prérogative d'être les yeux et les oreilles du chef de l'État. Et qui ont de l'expérience, parce qu'on n'a pas pris n'importe qui, ce sont des officiers supérieurs de notre armée qui sont outillés, expérimentés, qui connaissent notre armée, son fonctionnement, ses faiblesses et ses qualités. Et donc, en plus de ça, ils vont avoir la tâche administrative de gérer la province. Et comme la mission première, elle est sécuritaire, de ce côté-là, nous pouvons être sûrs que nous venons de renforcer nos capacités de gestion de nos forces de défense. Avec eux, j'ai reçu une tonne d'informations nécessaires pour renforcer les capacités de notre armée, de nos forces de défense, de sécurité, de renseignement. Et le temps que tout ça se mette en place, parce qu'il y a des effectifs à apporter, il y a de la technologie à mettre en place, il y a de la capacité à apporter à nos forces. Tout cela ne va pas se décider en un claquement de doigts. Il faut du temps pour que ça se mette en place. Mais au moins, puisque ces gouverneurs militaires sont là, les opérations ont déjà commencé, d'ailleurs affichent leurs résultats. Nous allons apporter à cela en plus la mise sur pied très prochaine, en tout cas, du processus de la coordination du processus DDRCS, donc désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire. Communautaire, j'insiste, parce que la particularité cette fois, c'est de travailler avec les communautés pour encourager nos compatriotes qui sont, pour moi, dans la perdition en allant dans ces groupes armés, à sortir. Mais maintenant, ça ne va pas s'arrêter qu'à sortir. Il faut les prendre en charge, bien les gérer, les encadrer, les désendoctriner pour les réinsérer davantage dans la société, peut-être avec une qualification qui ferait qu'ils ne seront plus tentés d'aller dans ces aventures et vont se consacrer à la construction de la société dans laquelle ils vont retourner, dans laquelle ils étaient, ils vont retourner. Et puis il y a la stabilité. Donc DDRCS, c'est la stabilité qui, au bout, est visée. Monsieur le Président, puisque vous parlez de DDRS, jusque-là, vous n'arrivez pas à nommer les animateurs alors que vous avez fait des annonces. C'est pas que je n'arrive pas, vous faites bien de le dire. Mais écoutez, il y a eu avant cela d'autres processus DDRCS. C'est pas de nommer qu'il s'agit ici, c'est d'être sûr des personnes d'abord qu'on va désigner, mais surtout du résultat. Et c'est ce que nous faisons au préalable. Nous préparons les choses pour que lorsque les animateurs, comme vous les appelez, vont arriver, qu'ils soient à l'aise pour faire leur travail et surtout qu'ils nous amènent le résultat escompté, c'est-à-dire la sortie, les redditions que nous attendons et la prise en charge de ces miliciens pour les réinsérer dans la société, les rendre utiles à la République. Ça pourra prendre encore un tout petit peu de temps? Non, plus beaucoup, c'est une question de jours. Plus beaucoup de temps. Monsieur le Président, vous avez dénoncé la mafia dans l'armée. C'est quand même contradictoire. Vous dénoncez la mafia, mais vous confiez la gestion de l'Ituri et du Nord Kivu aux militaires. La question de la confiance se pose. Madame, il y a de la corruption en République démocratique du Congo. Dois-je vous considérer comme une corrompue? Vous êtes congolaise, je suppose, non? Dois-je vous considérer comme une corrompue? Pourtant, la corruption est endémique en République démocratique du Congo. J'ai toujours dit, madame, que s'il y a un lieu où on peut encore trouver des gens qu'on peut appeler des patriotes dans ce pays, c'est bien notre armée. Et c'est pour ça que depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai tout mis en œuvre pour améliorer le sort de ces hommes en armes. Et de ces femmes aussi, parce qu'il y a des femmes parmi eux. Parce qu'ils font preuve d'un patriotisme extraordinaire. Vous ne connaissez pas, madame, les conditions dans lesquelles ces gens vivent. Mais ils font fi de tout cela et ils donnent leur vie pour nous. Mais malheureusement, parmi eux, comme dans toute organisation, il y a des brebis galeuses, malheureusement. Et c'est là que je veux extirper de cet ensemble exemplaire qu'est notre armée nationale. Comment vous allez faire?
Mais le travail continue. Il y en a déjà qu'on commence à interpeller, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas ici que je vais étaler les stratégies des enquêteurs, etc. C'est après que vous verrez. Mais le but, c'est de mettre notre armée, nos troupes dans les meilleures conditions de travail. Qu'ils n'aient plus de soucis de leur famille, de leur propre traitement, est-ce que la solde va arriver ou pas, de leur équipement. Vraiment, c'est de les mettre à l'abri, de mettre les moyens nécessaires à leur actif pour qu'ils puissent fonctionner normalement. C'est ça qui m'importe le plus. Monsieur le Président, vous avez aussi observé qu'il n'y avait pas trop de vérité sur le nombre. Bien sûr, mais c'est tout ça. Quand je vous parle de mafia, mais c'est ça. Donc ça veut dire, on savait qu'on était en sous-effectif, mais on a fait croire qu'il y avait assez d'effectifs et les moyens sont même sortis pour payer alors qu'on savait que c'était des opérations retour. Enfin, il y a eu des choses comme ça, mais ce ne sont pas les hommes de troupe, pas ceux qui meurent au combat. Ce sont les autres, les responsables de cette mégestion, de cette mafia, ce sont eux qu'il faut poursuivre et condamner pour haute trahison, parce que c'est vraiment exposer nos militaires à une mort certaine en les traitant de cette façon. Vous avez dit, Monsieur le Président, que cette situation dure depuis 20 ans, qu'elle ne va pas s'arrêter rapidement. Alors parlons... Oui, j'espère qu'elle s'arrêtera le plus tôt possible, mais il ne faut pas nous demander d'y mettre fin maintenant, alors que ça existe depuis 20 ans. J'ai l'impression qu'on a plus d'exigences vis-à-vis de nous que vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés dans la gestion de ce problème. On a beaucoup plus d'espoir en vous, puisque merci. L'initiative vient de vous. Si nous inspirons de l'espoir, c'est déjà ça. Maintenant, il faut capitaliser. Parmi ceux qui profitent de ces 20 ans ou qui ont profité pendant ces 20 ans, il y a les FARDC, mais pas que. Il y a les groupes armés, on en parle, congolais et étrangers. Mais il y a aussi, on les a souvent cités, on parle de plus de 20 ans de guerre, des pays étrangers. Est-ce qu'aujourd'hui, l'accord que vous avez conclu avec le président Paul Kagame et un autre avec le président Yoweri Kaguta Museveni d'Ouganda pour le deuxième, du Rwanda pour le premier, pays agresseur hier, est-ce que ces accords sont la matérialisation de ce que disait le président Sarkozy quand il s'adressait au Congrès, députés et sénateurs, il y a quelques années, en leur disant qu'il faut partager les richesses de la République démocratique du Congo pour avoir la paix? Bon, le président Nicolas Sarkozy ou l'ancien président Nicolas Sarkozy est toujours vivant. Allez plutôt lui poser la question, il explicitera sa pensée. Mais je ne crois pas qu'un homme responsable, il ait pu penser en disant cela que le Congo devait donner des pans de son territoire où se trouvent des ressources minières au Rwanda et à l'Ouganda. De toutes les façons, si c'était ça son vœu, ça ne se ferait pas. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière. Moi, je vois les choses en termes de coopération. D'État à État, gouvernement à gouvernement, entité à entité, c'est ça que je veux favoriser. Vous avez parlé d'État agresseur. C'était, je me rappelle, le vocable de l'époque, d'une certaine époque en République démocratique du Congo. On a vécu dans cette situation, cette tension, on va dire, avec ces pays frères, voisins. Et quel est le résultat? On le voit. Toute la partie frontalière, la partie congolaise frontalière à ces pays est malade. Parce que je crois que quelque part, dans ce mano à mano que nous avons mené avec ces pays voisins, ils ont dû aussi développer des réflexes ou des stratégies pour nous combattre, parce qu'on avait annoncé clairement qu'on amènerait la guerre chez eux. Vous n'allez pas dire à quelqu'un, demain je viens chez vous pour vous agresser, et lui il va vous attendre. Non, il va se préparer à y faire face. Donc c'est un peu ça qui s'est passé. On ne va pas juger le passé ni le contexte dans lequel c'est arrivé. Je ne suis pas de ce genre-là. Moi, je suis de nature optimiste. J'aime regarder l'avenir. Je me dis, il y a eu beaucoup de mal entre nous. Aujourd'hui, il faut tirer un trait sur le passé et se dire, bon, regardons en face ce qu'il faut faire. Attention, je n'ai pas dit on ferme le dossier judiciaire, justice,
on a plusieurs possibilités de cela, mais moi je crois qu'avant de faire un quelconque procès, ouvrir une quelconque enquête, quoique les enquêtes sont déjà faites, hein, on parle de ce rapport mapping, etc., il faut d'abord mettre nos populations en sécurité, il faut rétablir l'autorité de l'État ici, il faut rassurer les pays voisins et faire la paix avec eux et discuter justement de ces modalités de réparation. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans réparation. Voilà. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné savoir tirer un trait sur ça. Je prends l'exemple de l'Allemagne et de la France, qui ont été des ennemis acharnés. Et parfois, l'Alsace passait du côté allemand. Et puis hop, revenait selon les péripéties, les circonstances. Pendant des années, des décennies, voire peut-être un siècle. Aujourd'hui, ce sont les meilleurs amis du monde. Et leur couple forme le moteur de l'Union européenne. Certains vous diront peut-être parce que l'Allemagne a perdu devant la France. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne négocie pas avec l'Europe? L'Allemagne n'avait pas perdu devant la France. La il y a eu une coalition, guerre. oui. Il y a eu une coalition de forces qui ont fait plier l'Allemagne. Mais d'autres allaient peut-être se dire, bon, on fait profil bas, on attend le moment où on reprendra des forces et puis on repart à l'abordage. Ce n'est pas arrivé. Aujourd'hui, on peut juger ce qu'on veut, mais ils ont compris qu'il ne faut plus jamais de guerre. Et vous verrez sur l'espace européen, économique européen, il n'y aura jamais plus de guerre. Eux, ils l'ont compris. La guerre, elle est très mauvaise. La guerre, elle est nocive pour tout secteur de la vie d'un pays, d'une nation. Et donc, moi, je me dis, c'est fini ça. La rancune, la haine, ça ne sert à rien. Laissons à nos générations futures cet esprit d'entreprise, de fraternité, de coopération, plutôt que de leur inoculer cet élément de haine vis-à-vis des Rwandais, des futurs Rwandais qui ne leur auront rien fait. Donc ils vont naître comme ça, on leur met dans la tête, il faut haïr le Rwandais, il faut haïr l'Ougandais, alors que celui-là ne lui a rien fait, et vice-versa. Donc je crois qu'il faut savoir tirer un trait sur tout ça, et se dire, regardons ce qu'il y a de positif à faire. Et aujourd'hui, je m'en réjouis parce que nous avons, c'est vrai, c'est encore balbutiant, c'est des petits projets. Il y a le projet de route Kassindi, Beni, Butembo, et plus tard peut-être Goma. Il y a cette coopération entre la Sakima et une entreprise rwandaise pour relancer l'industrie d'or, etc. Donc, ce sont des petites, comment j'allais dire, des prémices, des petits exemples, des petites initiatives, mais qui, à mon avis, seront appelées à grandir. Et c'est tant mieux pour la paix, pour la sécurité et surtout pour le bien-être de nos populations respectives. Pour terminer avec ce dossier état de siège, la fin de l'état de siège coïncidera-t-elle, selon vous, au retour à la situation initiale de paix? Parce que la crainte, c'est qu'une fois que l'état de siège se termine, une fois que la paix est revenue, l'absence de l'État que l'on observe un peu partout, dans des contrées où on a un commerce de coltan, de minerais que tout le monde nous envie, cette situation ne revienne à l'initiale? J'ai pas très bien compris. Donc ça veut dire quoi une fois que les militaires seront partis, une fois que l'état de siège sera terminé, on retombe dans les ordres puisque du fait de l'absence de l'État? Non, je ne pense pas. C'est pas ça le but justement, mais l'état de siège, c'est ça. L'état de siège, c'est pour ramener la paix et la sécurité d'abord, mais ensuite la stabilité, l'autorité de l'État. Lorsque tout sera ramené et que les administrateurs militaires qui sont là aujourd'hui repasseront la main aux civils, mais ces derniers n'auront pas de soucis autres que de continuer la gestion telle qu'elle avait commencé en instaurant davantage la présence et l'autorité de l'État. Parlons Covid-19. L'épidémie a touché le monde entier, elle touche la République démocratique du Congo et on parle de plus de 70% d'occupation dans les hôpitaux, des sièges ou des lits Covid.
Mais on parle aussi de 8 mois, maintenant de 6 mois d'arriérés de salaire pour ceux qui organisent la riposte. Est-ce qu'on peut tout bloquer, demander à tout le monde de faire des efforts et ne pas rétribuer ou bien payer ceux qui sont au front et qui prennent les risques de se contaminer et contaminer les autres? Non, non, pas du tout. Et je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je suis solidaire de ces gens. J'ai interpellé le ministre du Budget, le ministre des Finances, et c'est là que je sais que l'argent est là maintenant, il est disponible. Simplement, les paiements vont être échelonnés. Donc je crois qu'ils vont d'abord payer 2 ou 3 mois et puis ensuite résorber tout le retard. Et je précise encore ici, et je tiens à le dire, à le marteler, pour le moment, et le gouvernement le sait, nous avons 2 grandes priorités. C'est l'armée, donc la sécurité, et la santé, la lutte contre la pandémie. Ce sont nos 2 grandes priorités qui doivent captiver tous nos moyens, toute notre concentration, quitte à devoir sacrifier certains autres secteurs, mais il faut se concentrer sur ça, parce que ça, ces 2 seuls secteurs, s'ils ne sont pas bien gérés, ils peuvent miner toute notre économie et toute la stabilité du pays. Monsieur le Président, puisqu'on parle de Covid, les vaccins sont arrivés, notamment à Kinshasa, mais vous ne venez toujours pas fait vacciner au moment où vos compatriotes arrivent quand même à le faire. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai eu raison de ne pas le faire. Parce que celui que nous avons eu, c'est AstraZeneca. Et ça, je vais vous parler très franchement. À l'époque du ministre Eteni, le sortant de la Santé, nous étions prêts, c'était à la mi-mars, je me souviens, à lancer la campagne de vaccination. Et je crois que c'était même la veille. Et j'ai vu cette information à la télé d'abord et puis dans les réseaux, je pense. J'ai transféré d'ailleurs cette info un matin au ministre pour lui dire attention, demain nous allons lancer la campagne, mais regardez ce qui se passe en Europe. AstraZeneca, je crois que c'est suédois, je pense, si mes souvenirs sont bons. Tous ces pays scandinaves, de l'Europe de l'Ouest, etc., tous avaient pris la décision de suspendre, enfin tous, il y en avait 11 à peu près, qui ont pris la décision de suspendre AstraZeneca. Pourquoi? Parce que, bon, ils estimaient qu'il n'était pas efficace, etc. Donc, a fortiori, nous, qui allions bénéficier de ce produit, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, on ne pouvait que aller dans le même sens. Excusez-moi, je crois que je viens d'avoir la décharge d'un gentil oiseau, qui passait. C'est une bénédiction, je pense. Oui. Je ne sais pas si c'était un oiseau ou un arbre qui a laissé tomber. Alors, je parlais donc Du vaccin. Du vaccin, de son efficacité. Et pour dire que à partir du moment où ces pays ont pris des mesures de précaution vis-à-vis d'AstraZeneca, eux qui en connaissent les propriétés, qui l'ont fabriqué. Donc, a fortiori, nous, on était dans l'obligation de le faire. Donc, nous l'avons fait. Nous avons suspendu cela pendant, je pense, 1 mois, jusqu'au moment où, ailleurs, ils ont levé, mais pas tous, parce qu'il y a des pays qui ont carrément interdit l'utilisation de ce vaccin. Et donc, à partir de ce moment-là, on se pose des questions, et moi, je me suis posé des questions, sans être un scientifique. Donc, j'ai demandé les avis des uns et des autres, ils étaient partagés. La seule chose qui m'a intéressé, c'était de savoir, est-ce que c'est dangereux pour la consommation de nos compatriotes? Comme je n'ai pas vu le caractère dangereux, on a laissé faire. Mais moi-même, je n'en étais pas convaincu. Aujourd'hui, il y a d'autres vaccins beaucoup plus efficaces, en tout cas ils l'ont démontré, et qui vont arriver à la mi-juillet, en tout cas au courant de ce mois. Et là, je l'ai dit, vous verrez, je me présenterai, je prendrai, je me ferai vacciner, il n'y a pas de problème. Et je n'ai pas eu tort, je le disais tout à l'heure à propos d'AstraZeneca,
Parce que, même en parlant avec mon homologue rwandais, au Rwanda, il y a eu 4 décès. 4 décès de personnes qui étaient vaccinées 2 fois d'AstraZeneca et qui ont recontracté le virus et malheureusement en sont décédés. 4. Donc ça veut dire qu'il y a un problème avec ce vaccin. Ce sont des cas qu'on n'a pas vus ailleurs. Je ne veux pas faire la publicité des produits ici, mais je pense que c'était ça plus le problème qui m'a un peu retenu. Et voilà, donc c'était pas une arnaque pour dire aux gens, vous faites ce que je ne fais pas, non, pas du tout. Les prochains vaccins qui arriveront, vous verrez, mon épouse et moi, nous ferons vacciner. Les enfants aussi, s'ils veulent, hein, parce que le Covid-19, c'est la gratuité des soins garantie par le gouvernement. Le responsable de la riposte a avoué lui-même, le professeur Mouyembe pour le citer, qu'il a dû payer au moins $3000 pour se faire soigner. Gratuité des soins, mais aussi des mesures que certains ne comprennent pas, pour lesquelles ils voudraient être dédommagés. Je parle du couvre-feu, je parle de la fermeture de certains lieux publics pour éviter la propagation. Alors, la gratuité des soins, est-ce que c'est possible ou que c'est un vœu pieux? Et 2, est-ce qu'on pense à dédommager ceux qui souffrent des mesures prises par le chef de l'État? Non, la gratuité des soins, ce n'est pas un vœu pieux. Ça a été décidé évidemment lors de la première vague, souvenez-vous, et ça a été assuré. Et même lorsqu'il y a eu la seconde vague, qui a commencé un peu vers la fin de l'année 2020 et jusqu'autour du mois de mars, nous avons également pu gérer la situation. Mais il y a eu une troisième vague, un petit peu imprévue, et qui est arrivée assez rapidement aussi. Donc il nous a pris à dépourvu quelque part. Donc nous avons évidemment dû parer au plus pressé, mais ne vous en faites pas, notre objectif, c'est de garantir l'accès aux soins, aux vaccins, à tout le monde. Et d'ailleurs, on ira beaucoup plus loin. Je l'ai déjà demandé au Premier ministre, j'attends des résultats de sa part. Vous savez qu'un hôpital comme celui du Cinquantenaire a une capacité au moins d'accueil de 1000 lits. Non, actuellement, donc en plus de ce qui, je pense, de 800 lits. Mais n'est pas utilisé. Mais qui ne sont pas utilisés. Pourquoi? Voilà. Mais sûrement parce que l'État doit de l'argent sur les exercices passés où cet hôpital a dû faire des efforts, a dû prendre sur son propre budget, etc. Donc c'est là que j'ai dit au Premier ministre de regarder ce qu'il y a à faire, de dédommager ou de combler le vide qu'il y a, combler le manque à gagner de cet hôpital, et ensuite de permettre à celui-ci d'avoir le rendement qu'il faut. Et si nous ouvrons cet hôpital à la population, nous pourrons quand même gérer cette situation. Donc c'est possible de le faire. Ne soyons pas alarmistes. Je comprends la situation actuelle. Je vous l'ai dit, elle est arrivée de manière brusque. Je crois que ça nous a pris un peu au dépourvu. Mais il faut très vite se relever et y faire face. Il ne nous reste qu'une dizaine de minutes. Alors on va aller beaucoup plus rapidement dans les autres sujets. Parlons social, gratuité de l'enseignement, on aurait pu s'y installer. Salaire des enseignants, qualité des enseignements, malheureusement ce sera difficile. Le peuple d'abord. C'était un slogan, celui de votre parti, d'origine, l'UDPS. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent que cela prend du temps à se réaliser dans les faits. Alors, à quand le mieux-être de cette population, tant vanté par le candidat Félix Tshisekedi pendant la campagne? Vous savez, je vous le disais tout à l'heure, je dis, mais c'est quand même incroyable ce qu'on nous fait. Mais vous m'avez répondu, c'est parce que nous suscitons de l'espoir, mais tant mieux. Je crois que c'est quand même un procès injuste qu'on nous fait. En arrivant au pouvoir partout au monde, il n'y a aucun régime ou gouvernement ou que sais-je, président de la République qui, en arrivant, a eu une baguette magique qui, du jour au lendemain, a changé le sort de sa population. Je ne veux pas revenir sur le passé parce que moi, je n'aime pas faire le procès de mes prédécesseurs. Je ne vais pas le faire. Mais
ce pays n'a pas, tout ce que je peux dire, c'est que ce pays n'a pas commencé à mal aller avec l'arrivée de Félix Tshisekedi à sa tête. Ça n'a pas commencé à mal aller quand je suis arrivé. Mais beaucoup en espéraient tout de suite mieux. En arrivant, j'ai trouvé une montagne de problèmes que j'essaye de résoudre. Ce principe de la gratuité est inscrit dans notre Constitution. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été appliquée? Mais moi, j'arrive avec les moyens du bord que je trouve, je prends la décision de l'appliquer. Et le résultat, c'est qu'il y a au moins 4 millions d'enfants qui étaient hors parcours scolaire qui reviennent. Et c'était tellement formidable que nous avons été dépassés par le succès de cette mesure. Les classes surabondées, etc. Donc, mais bref, l'essentiel, c'était de reprendre toute cette jeunesse, de l'encadrer, de la mettre dans un parcours scolaire. Donc, ce sont des efforts. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la même chose, la gratuité de la santé, avec l'initiative de l'assurance santé universelle, pour que demain, tout Congolais, quel que soit son portefeuille, puisse avoir accès aux soins de santé. Mais ce sont des efforts, qui ne se concrétisent pas en un jour. Il faut de l'argent, il faut des structures, il faut de la réflexion pour ça. Il faut de la gestion par la suite. Donc ça doit se mettre en place. Mais je comprends, vous avez dit, nous suscitons de l'espoir, tant mieux, Dieu merci. Mais attention que ces gens qui espèrent beaucoup en nous ne nous étouffent pas par leurs attentes. Nous connaissons leurs attentes, qui nous laissent le temps de déployer ces attentes. Il y avait dans ce problème, et il y a toujours des problèmes politiques, il y avait des problèmes institutionnels, de fonctionnement des institutions. Il y avait des problèmes de sécurité, il y en a toujours, je dis. Donc, ce sont tous des éléments qu'il faut régler pour qu'un pays soit mis sur de bons rails et puisse prospérer. Monsieur le Président, le dernier Conseil des ministres a décidé de baisser le prix, notamment des denrées de certains biens de première consommation, mais nous avons vu la réaction virulente de l'AFEC. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est une lutte d'intérêt. Ils n'ont pas été consultés. Ce n'est pas vrai. Le ministre de l'économie, que j'apprécie d'ailleurs dans ses efforts et que je soutiens totalement, a adressé à plusieurs reprises des invitations à ces opérateurs économiques qui parfois les ont ignorés ou des fois envoyé des personnes qui ne pouvaient pas, des représentants qui ne pouvaient pas prendre de décision. Le ministre s'est retrouvé à un moment donné coincé. Il devait prendre une solution, une décision. Et je crois qu'il a bien fait de prendre cette décision parce que ça a fait réagir l'AFEC. Et donc ça l'oblige maintenant à venir à table et à discuter. Et c'est ce que j'encourage, moi. Il faut discuter. Parce que les uns sont les opérateurs économiques, ils regardent leurs intérêts, sont des privés, ils ne sont pas là pour nos beaux yeux, ils sont là pour faire des affaires, pour prospérer. Et d'ailleurs, moi aussi je les encourage et je ferai tout pour les aider à prospérer. Mais attention, ils sont les partenaires de l'État. Et l'État est là pour garantir le bien-être des populations. Et donc, à ce moment-là, ils doivent se mettre autour d'une table et discuter avec l'État pour l'intérêt de la population. Parce que c'est celui-là que nous cherchons. Ce sont les Congolais qui nous ont mis là et qui attendent des résultats. On venait d'en parler là tout à l'heure. Donc, nous devons absolument tout mettre en œuvre pour soulager, tant soit peu, le quotidien de nos compatriotes. C'est ça que nous poursuivons comme objectif. Il ne nous reste que 4 minutes. Nous rappelle la je production. vous en rajoute 10 ou 15 si vous voulez. Avec votre autorisation, Voilà. Françoise Il Gola. ne faut pas qu'on vous mette sous pression. Hein. Merci, Monsieur le Président. On n'est pas sous pression. Alors, généralement, à pareille circonstance, à la faveur du 30 juin, vous avez eu accordé des grâces à certains prisonniers, notamment ceux du procès de 100 jours. Cette année, vous comptez répéter ça? Oui, bien sûr, mais j'attends les propositions. C'est la ministre de la Justice qui doit me les faire. Je ne connais pas tous les cas.
c'est elle la spécialiste, c'est elle qui me les transmettra. Puisqu'on parle de certains cas. Oui, certains cas justement, il y en a d'autres comme Vital Caméré. Il peut espérer obtenir une mesure de grâce de votre part. Vous pensez que c'est ici que je vais répondre à cette question? Vital Caméré, c'est mon frère. Je suis totalement désolé de ce qui lui arrive, affecté aussi. Je ne l'ai pas voulu, contrairement à certains dires mal intentionnés. Je ne l'ai pas voulu. Dès le départ de cette affaire, je vous rappelle d'ailleurs, c'est au sein d'un conseil de ministres que c'était parti à l'époque du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. C'est lui d'ailleurs qui avait sorti le problème ouvertement en séance. Puis le ministre de la Justice de l'époque a renchéri en disant: Monsieur le Président, ce que vient de dire le Premier ministre ne vaut même pas une instruction de votre part. Dès demain, je saisis la justice. Ce jour-là, ce conseil n'avait pas été couvert par mon directeur de cabinet habituel, c'est-à-dire Vital Caméré, mais c'était un de ses adjoints. Et donc, après, je l'ai fait venir, je lui ai posé la question, je lui ai dit: tiens, mais on a parlé des fameuses maisons qu'on a à construire dans ce programme des 100 jours. Est-ce que c'est notre affaire? Il a dit: non, c'est pas notre affaire. Je dis: bon, ça va. Donc, que la justice fasse son travail. Et malheureusement, de fil en aiguille, on en est arrivé là. Ce que je peux accepter comme reproche, c'est que on me condamne de ne pas avoir donné des injonctions à la justice pour qu'elle ne fasse pas son travail et que lui ne se retrouve pas dans cette situation. Mais alors, dans ce cas, qu'on me dise qu'est-ce que j'aurais fait de mes principes alors, qui sont de laisser la justice libre de faire son travail. Mais bon, ce qui est arrivé, nous le déplorons tous. Je continue à croire que Vital Caméré est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Grâce à son intelligence, grâce à son expérience. Et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. On parle de justice, parlons corruption, toujours présente de manière endémique, vol, vous venez de citer les détournements des soldes des militaires. Il y a l'IGF qui fait son travail, il y a aussi la PLC dont le rôle est de lutter contre la corruption. Est-ce que ces coordinations, ces bureaux, ces agences qui sont au sein de la présidence de la République pourront aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'elles remplacent la justice? Est-ce que tout ce qu'elles diront sera suivi des faits? Bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je préfère vous dire d'abord, Christian Lusakweno, qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée, mais je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point. Aussi prédateurs. Parce que bon, je me souviens à l'époque du défunt maréchal Mobutu, on lui prêtait des propos qu'il aurait dit, mais mais je serais vraiment tenté de faire pareil, de dire pareil. C'est incroyable cette méchanceté. Aucun amour pour son pays. Donc, vous savez, vous pouvez avoir une responsabilité, vous vous dites, ben bon, après moi, il y aura des successeurs, et puis j'ai des enfants, et mes enfants, quand j'aurai disparu, eux vont rester dans ce pays, ils doivent vivre. Mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière? Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'avenir qui nous dira, parce que elle est terrible, cette corruption. Je vous donne juste un exemple, la justice. J'ai fait des réformes. J'ai mis de nouvelles personnes, enfin, que j'ai trouvées, mais bon, en se renseignant, voilà,
j'avais des preuves de leur probité, etc. Je ne dis pas, je ne les remets pas en cause, mais je dis, je pensais que elles allaient m'aider à impulser une nouvelle dynamique au sein de la justice pour la rendre vraiment ce moteur de l'état de droit, ce pilier de l'état de droit que j'attends, et ce redresseur de tort que je veux voir pour qu'il mette fin complètement à cette corruption. Mais rien à faire, la corruption continue d'exister dans la justice. Et les failles continuent aussi. Ça fait que malheureusement, on n'a pas encore le résultat escompté. Et donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que, bon, il y a un problème. Peut-être qu'il y a des efforts à fournir de la part des autorités dans le sens où on doit peut-être mieux rémunérer ces gens pour les empêcher d'avoir cette boulimie à vouloir régler les problèmes de leur manière. Et là, je fais vraiment allusion au dossier qui concerne les titres fonciers, etc. Mais il y a des scandales. On va jusqu'à s'en prendre même à des ambassades, des propriétés qui appartiennent à des ambassades étrangères. L'ambassade du Burundi notamment. Par exemple, mais il y en a d'autres, Chine, Nigeria, il y a eu vous voyez des titres fonciers, parcellaires qui ont été fabriqués. Enfin, mais c'est incroyable. Mais comment vous expliquez si le mal est si profond, Monsieur le Président, comment vous expliquez qu'à la date d'aujourd'hui, on n'est pas encore entendu de nouvelles condamnations, de nouveaux procès, que ces gens-là circulent toujours. Voilà, très bien. Mais c'est tout ça. Moi aussi, je vous ai dit, moi, malheureusement, enfin, je ne m'immisce pas dans ce qu'il y a. Je constate. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Je ne sais pas leur dire ça. C'est eux qui sont mieux qualifiés, plus expertisés que moi pour le faire. Donc c'est eux qui doivent. Mais moi, je pose ces problèmes. Ces questions, je les pose en disant, mais c'est pas normal. Et d'ailleurs, même quand on arrête des gens, parce que bon, je vois, il y a eu quelques sensations, des gens arrêtés, condamnés. Mais où est le produit de la corruption ou du vol? Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On condamne quelqu'un parce que, admettons, il a volé 20 millions. Ok, mais où sont les 20 millions? Même s'ils ont été transformés en biens matériels. Mais il faut saisir ce bien matériel parce que c'est un bien mal acquis. Mais on ne le voit pas. Donc, il y a un problème dans notre justice. Il n'y a pas de restitution. Et tant que la justice ne fonctionnera pas comme nous y attendons, mais les résultats, tout le reste en pâtira. Bravo à l'IGF parce qu'elle commence quelque part à faire un peu le travail de la justice. Bravo à l'APLC qui a eu quelques problèmes de démarrage, mais maintenant je pense que ça va aller. Parce qu'ils font leur travail, mais ça ne suffit pas. Si la justice ne fait pas le sien, il n'y aura pas d'efficacité. Et ça, j'ai vraiment voulu taper sur la justice parce qu'ils le savent. Tous les magistrats, les responsables que j'ai mis, ils savent que je ne suis pas content, satisfait de leur rendement actuellement et que j'exige beaucoup plus de leur part. Donc vous n'êtes pas satisfait aussi du Sénat parce que vous avez réagi après que cette Chambre n'ait pas voulu lever les immunités de l'ancien Premier ministre. Madame, voilà, très bien, attention. Vraiment ici, je tiens à préciser parce qu'il ne faut pas que l'ancien Premier ministre Matata pense que j'en veux après lui. C'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Mais je ne comprends pas qu'on crée cette catégorie de Congolais qui peuvent d'une part être justiciables et rendre compte à la justice, et d'autre part des Congolais qui ne peuvent pas, qui peuvent eux être extirpés de la justice. C'est très mauvais. Et même pour lui, l'ancien Premier ministre Augustin Matata, même pour lui, ce n'est pas du tout quelque chose de profitable, parce que, bon, c'est un acteur politique. Demain, il aura peut-être... C'est pas une chasse à la sorcière, Monsieur le Président. Pas du tout, je ne peux jamais souhaiter ça. J'ai toujours dit, il faut que la justice fasse son travail. Et il ne faut jamais compter sur moi pour que j'aille m'immiscer. Posez la question, vous êtes des journalistes, d'ailleurs, il vous arrive de faire des investigations, vous allez poser la question aux juges, ils vous le diront.
il y a eu dans mon entourage, et il y a sûrement même encore, des gens qui ont tenté d'aller, et je le dis ici, là je crois qu'on m'entendra, qui ont tenté d'aller influencer des juges, etc. Je le sais. J'ai dit au juge, le prochain qui vient, parce qu'il ne vient pas de ma part, arrêtez-le pour trafic d'influence. Faites-le. Ça ne me gênera absolument pas. Parce que je veux que la justice soit indépendante. Et surtout qu'elle soit ce bras séculier que j'attends moi, qui va nous aider pour instaurer l'état de droit. Monsieur le Président, à Kinshasa et un peu partout dans le pays, on parle des cadeaux que vous allez faire aux députés pour avoir renversé la majorité qui ne correspond pas aux résultats des urnes, mais qui ont fait de vous président de la République et qui ont défini la majorité, Monsieur le Président. C'est votre cadeau? D'ailleurs, réfléchissez bien. Vous verrez que ce problème ou ce pseudo-scandale est intervenu au moment où on parlait du problème des cartes de crédit à la Banque centrale, utilisées sur le Trésor, n'est-ce pas? Et donc ça a arrangé beaucoup de gens de faire plus de bruit avec cette affaire pour étouffer l'autre. C'est simplement ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça me faisait rire, etc. Mais comment voulez-vous corrompre 500 députés? Parce que notre Assemblée nationale fait 500 députés. C'est 500 véhicules qui ont été commandés. Donc ça veut dire que même l'opposition aussi, alors je vais la corrompre. Ça n'a pas de sens. Souvenez-vous, au moment où nous construisions cette union sacrée, j'avais reçu les députés de l'Assemblée nationale. Et dans notre discussion, je leur ai dit, écoutez, les amis, moi je ne suis pas votre autorité morale. Déjà, oubliez ça. Moi, je veux une discussion d'égal à égal avec vous. Vous êtes les représentants de notre peuple. Vous devez faire votre travail comme il se doit. Et moi, mon rôle sera de vous mettre dans les meilleures conditions. Quelles sont, selon vous, les meilleures conditions pour que vous fassiez votre travail? C'est-à-dire que vous soyez à l'écoute du peuple, que vous rameniez ces revendications du peuple, que vous rameniez les réalisations ou les non-réalisations du gouvernement dans vos circonscriptions respectives, pour que l'on sache travailler en symbiose pour l'intérêt de notre peuple. Ils ont cité une série de revendications, parmi lesquelles il y avait des véhicules. Il y a parmi ces députés, si vous ne le savez pas, je vous l'informe, notamment ceux venus pour la plupart ceux venus de l'intérieur du pays, qui n'ont même pas de moyens de transport à Kinshasa. Or, ils doivent faire le travail de député. Il y en a qui vont au Parlement en moto, avec tous les risques que l'on connaît. Il y en a qui vont peut-être à pied parce qu'ils n'ayant pas le... Alors, ils posent le problème, ils disent, Monsieur le Président de la République, nous voulons, comme dans les législatures passées, avoir aussi des véhicules pour pouvoir, qui vont payer à leurs frais, hein, je le signale ici. C'est pas que le président a une cagnotte quelque part qu'il... Mais certains ne reconnaissent pas, Monsieur le Président, d'avoir signé de crédit. Non, il n'y a pas de crédit, justement, parce que peut-être ça, c'est une méthode qui se passe. N'oubliez pas que l'Assemblée nationale a une certaine crédibilité, une certaine autonomie financière, etc. L'Assemblée nationale peut, et c'est déjà arrivé, rappelez-vous au Sénat, il y a eu à un moment donné une polémique avec l'ancien président du Sénat, M. Alexis Tambo Mwamba, qui avait fait faire des travaux, contracter des crédits pour faire des travaux. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent. Donc maintenant qu'on pose la question, qu'on n'accuse pas directement de corruption, l'Assemblée nationale, avec son bureau, son président, ont tout à fait le droit de prendre langue avec des opérateurs économiques, des vendeurs d'automobiles, pour voir comment, ensemble, ils peuvent faire les montages financiers qu'il faut afin de fournir ces véhicules. Ce que j'avais fait, moi, c'était de dire, oui, je suis d'accord avec vous, pour optimiser votre rendement, eh bien, vous allez avoir des véhicules. Mais on ne va même pas s'arrêter là, on va continuer. Je l'ai même dit d'ailleurs dans mes discours à la nation. Nous allons renforcer le rôle de nos représentants nationaux en leur allouant, à chaque fois qu'ils vont en vacances parlementaires, un budget à chacun des députés pour que, quand ils rentrent dans sa circonscription, ils puissent avoir les moyens de se mouvoir.
d'aller auprès des populations, de poser même certains actes, comme on le voit sous d'autres cieux, avec un budget. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi là on ne dit pas que c'est de la corruption? Parce que je plaide aussi pour ça. Et s'il y a des moyens dans les caisses de l'État, je plaide pour qu'on leur donne certains moyens, qu'ils puissent faire leur travail. Parce que c'est ça que je veux. Je ne veux pas d'une chambre d'enregistrement. Moi, je veux d'une chambre de représentants, des gens qui vont parler au nom de la population. D'ailleurs, une des preuves, rappelez-vous, il y a eu un débat, j'ai vu des gens qui se gaussaient de ce qui était arrivé, mais pourtant, moi, j'étais heureux de voir que moi, j'avais parlé de prendre des mesures par rapport à l'état de siège, en demandant aux chambres de partir en congé, et donc la loi d'habilitation, donc j'étais en train de chercher le mot, donc je voulais qu'ils votent cette loi d'habilitation pour que je puisse moi-même commencer à décréter cet état de siège sans devoir me référer, sa prolongation j'allais dire, sans devoir me référer à l'avis des chambres. Mais vous avez vu que démocratiquement, ils ont discuté, ils ont dit non, Monsieur le Président, vous n'avez pas raison. Donc moi j'avais émis un avis, eux ils ont décidé et je me suis incliné. C'est ça la démocratie que je veux voir. Le président n'est pas un surhomme qui a toujours raison, qui quand il a parlé tout le monde doit se taire. C'est pas ça que je veux. Moi je veux d'un pays où tout le monde a sa place et tout le monde a son mot à dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis, dans votre résidence ici à Goma, d'avoir accepté de nous accorder de votre précieux temps pour répondre aux questions que les Congolais se posent. Ici se termine cette émission. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder malheureusement, faute de temps, malgré les 15 minutes supplémentaires que vous nous avez accordées. Ah, j'ai même pas regardé, on a pris les 15 minutes. Juste une question que personne ne nous pardonnera de ne pas avoir posée. Vous aviez promis de dire, une fois arrivé au pouvoir, quel est le salaire du président. Alors je vous la pose, si vous êtes en mesure de nous répondre, oui. Vous voulez que je vous parle très sincèrement avec mon cœur? Oui, Monsieur le Président. Je ne connais pas mon salaire. Je vous le dis très sincèrement. Je suis incapable de vous dire combien je touche. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne touche pas des masses, ça ne m'intéresse pas. Et le peu qui me reste quand je reviens de voyage et tout, je fais beaucoup de choses que je ne veux même pas évoquer ici. Parce que moi, je crois que, comme on le dit dans la Bible, lorsque la main droite donne, la gauche doit ignorer. Mon salaire ne m'intéresse même pas. Mais je sais qu'il n'est pas exorbitant. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion, peut-être le passage ici, pour dire exactement, je suis pour que l'on baisse le train de vie de l'État. Et en ce moment, d'ailleurs, j'ai donné des instructions. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend du budget. On est en train de travailler très sérieusement à cela. Et à ce moment-là, je reviendrai pour vous dire exactement, au centime près du franc congolais, ce qu'est mon salaire. On a parlé tout à l'heure d'espoir que vous suscitez, que vous avez suscité, que votre élection, que votre arrivée au pouvoir a suscité. Vous avez récemment évoqué cet espoir et déclaré que si vous n'êtes pas en mesure d'accomplir tout ce que vous avez promis en 5 ans, vous briguerez un nouveau mandat. Alors, ces élections 2023, on en parle beaucoup. Auront-elles lieu à terme ou pas? C'est une autre question. Mais est-ce que vous pensez être candidat à ce moment-là à un deuxième mandat? Bon, ici, je veux qu'on soit très clair. Parce que j'ai vu une certaine polémique qui voulait s'installer à une question qu'on m'avait posée d'un de vos confrères sur mon intention de me repositionner en 2023. Mais écoutez, je crois que cela dépendra de la volonté de la population d'abord. Ça, c'est la première des choses. Ce sont nos concitoyens, nos compatriotes qui décident de notre propre sort. Voilà. Actuellement, nous venons de composer une coalition, une union d'intention, de bonne volonté que nous avons
baptisée Union sacrée de la nation pour répondre aux problèmes du pays. Cette union n'est pas une plateforme politique ni électorale. C'est une, comme j'ai dit, union de bonnes intentions et de bonne volonté pour avancer le pays, répondre aux attentes les plus pressantes de la population, comme la paix, la sécurité, comme on a parlé ici de l'amélioration du quotidien, du pouvoir d'achat de nos compatriotes et bien d'autres choses qui peuvent tout de suite être prises en charge. Et cela en attendant que le mandat se termine et qu'on revienne de nouveau devant le peuple pour susciter ou solliciter, j'allais dire, d'autres ou son suffrage. Et donc, en attendant d'arriver là, nous devons nous consacrer à notre mission, nous concentrer sur notre travail. Et je ne veux pas que l'on dise, que l'on pense que parce que je veux continuer, j'ai une vision pour ce pays, je veux voir ce pays se transformer. Je crois que nous avons une chance, une occasion de transformer ce pays. Nous devons le faire. Mais je ne veux pas qu'on pense que parce que j'ai cette ambition, je vais commencer à me comporter comme si j'étais en campagne. Non, nous ne sommes pas en campagne. Ça doit être très clair. Là, nous sommes au travail d'abord. Lorsque le travail sera fini, nous nous tournerons vers le peuple pour dire si vous êtes satisfait, alors redonnez-nous confiance. Votre confiance, parce que nous en aurons besoin pour continuer le travail. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.